Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Voici tout de suite les titres au sommaire de ce journal. Amadou Soumaoro est au Bénin en sa qualité de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'objectif de la visite est d'évaluer sans ingérence les avancées démocratiques et surtout parlementaires après les élections législatives de 2019 au Bénin. Nelson Mandela, immortalisé à Abidjan, la statue du buste de cette grande figure de la lutte contre l'apartheid a été découverte à l'occasion de l'inauguration dans la commune du Plateau du Mandela Peace Park, un symbole de dialogue et de paix, le credo de la vie de cette personnalité. Et puis à l'hôpital mère-enfant de Bingerville, 13 enfants ont été soulagés de leur mal à l'œsophage grâce à la deuxième mission de la sténose caustique de l'œsophage, le mal qui rongeait ces enfants, une maladie causée par l'ingestion d'une substance corrosive. Bienvenue dans ce 23h. Le président de l'APF est en mission au Bénin. La francophonie se rend donc au chevet des acteurs politiques du Bénin. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie effectue dans ce pays depuis ce lundi une mission de médiation face à la situation politique béninoise. Ce dernier rassure que l'APF est venu en tant qu'organisation internationale et pas en assistance. Le Bénin, il y est pour faire le point de la réunion de la session de l'APF qui vient de se tenir aussi à Dakar. L'objectif de cette visite est de comprendre également la situation politique au Bénin. On voit tout cela avec Mahama Traoré. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, veut comprendre la situation politique qui prévaut au Bénin, d'où cette mission de bons offices déployée sur place depuis ce lundi, mission conduite par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, en sa qualité de président de l'APF. Première étape de cette mission de bons offices, la ville de Porto Novo, au siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Accompagné d'une forte délégation de parlementaires francophones, Amadou Soumaoro est venu s'entretenir avec son homologue béninois et les membres de la section locale de l'APF. Je considère que c'est une mission pour visiter les frères béninois de la famille francophone. Ça permettra de toucher du doigt ce qui se passe effectivement au Bénin. Et j'ai la ferme conviction que vous ne serez pas déçus. Le Bénin est le temple de la démocratie africaine dans notre sous-région. Nous pensons partir avec ce gain positif qui va améliorer nos relations. Alors l'APF, à travers son secrétariat, à travers ses démembrements, est venu comprendre et accompagner nos frères et nos sœurs du Bénin. Cette mission de bons offices au Bénin est l'une des décisions de la dernière réunion du bureau de l'APF tenue fin janvier à Dakar au Sénégal. Aucune volonté d'ingérence, assure l'APF qui entend écouter toutes les forces vives du pays. Cette démarche répond à la nécessité de donner davantage de vigueur à la démocratie dans l'espace francophone. Ici à Abidjan, l'autonomisation de la femme était l'objet d'une rencontre ce lundi, une rencontre sous-régionale, durant laquelle il a été lancé la deuxième phase du projet Suède. Ce projet porte sur l'autonomisation, les dividendes et la démographie du Sahel. La première phase du projet, on le rappelle, a favorisé la formation de plus de 100 000 filles et l'établissement de centres d'excellence proposant un master en sciences infirmières à coût de 16 milliards de francs CFA. Nous reviendrons amplement sur le sujet dans nos prochaines éditions. Passons à cette bonne nouvelle. 13 enfants atteints de sténose caustique, une maladie causée par l'ingestion d'une substance caustique et qui provoque des lésions au niveau de l'œsophage. Ces 13 enfants ont été pris en charge à l'hôpital mère-enfant. On voit tout cela dans ce reportage. À l'hôpital mère-enfant de Bingerville, Pierre est aux côtés de son fils Justin, âgé de 4 ans, pour des soins. Il y a de cela quelques mois, le petit Justin avalait accidentellement de l'acide. Il y a une dame qui est à côté de nous, il jouait avec ses enfants, donc il avait soif de l'eau. Donc il pensait que c'est l'eau, il a pris, il a bu.
la gorge était fermée. Le père du garçon est moins soucieux à présent. L'œsophage de son enfant a été remplacé. Au total, 13 autres enfants ont bénéficié d'une prise en charge médicale de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville grâce à l'ONG française, la chaîne de l'espoir. Il a été décidé effectivement que pour la plupart des patients soit faite de manière systématique une endoscopie digestive et une ORL afin de mieux déterminer la gravité et le niveau des lésions pour mieux cibler le type d'intervention qu'il faudra faire. Remplacer un œsophage, c'est une décision qui est vraiment très très lourde. C'est une intervention qui est longue, qui est complexe. Cette collaboration se fait donc entre la chaîne de l'espoir et l'hôpital Mère-Enfant d'Abidjan sur une base bénévole et que l'accès aux soins pour tous ces enfants, dont la plupart viennent de milieux extrêmement modestes, est complètement gratuite. Le but de ce genre de mission, de faire en sorte qu'à partir d'un plateau technique et humain adéquat, on arrive à développer des compétences qui permettent de prodiguer des soins de niveau international. L'ONG sensibilise les parents sur les mesures préventives à adopter en ce qui concerne les produits dangereux à tenir hors de la portée des enfants. En outre, cette deuxième mission d'intervention chirurgicale a permis un transfert de compétences, tant la collaboration entre médecins d'Afrique et d'Europe qu'aux côtés des étudiants en chirurgie pédiatrique qui ont pu suivre les opérations. Et la prise en charge de ces enfants souffrant de sténose caustique nous est rapportée par Salima Toudia. Encore à Abidjan, le Mandela Peace Park dans la commune du Plateau est un espace dédié à la promotion de la paix. L'espace est caractérisé par la statue du buste de cette figure de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela. Le Mandela Peace Park, une symbolique de paix et de dialogue chère à l'ancien chef d'État de Nelson Mandela de l'Afrique du Sud. L'inauguration a été faite cet après-midi à Abidjan, dans la commune du Plateau, en présence de plusieurs autorités ivoiriennes et africaines. Francoisio, notre reporter, y était aussi. Voici son compte-rendu. La commune du Plateau, aux couleurs de la paix. Voici le Mandela Peace Park, un espace de 4 îlots dédiés à la paix. Le buste du combattant de la liberté découvert par 3 personnalités pour symboliser le message de cohésion et de paix au-delà des clivages politiques. Les ex-premières dames, Simone Eivé Gbagbo et Henriette Konambedié, sont aux côtés du ministre de la Culture, Maurice Bandama. Le Mandela Peace Park, un espace où seront aménagés des parcs à verdure, des arbres, sans oublier des points de rafraîchissement, une initiative de la municipalité qui a bénéficié du soutien d'opérateurs privés satisfaits de l'environnement actuel des affaires. La vie politique de cet illustre personnage nous laisse 2 vertus à imiter: la force du pardon et l'homme d'action. La Côte d'Ivoire, avec le président Alassane Ouattara, encouragé par une nouvelle stabilité politique, a retrouvé la confiance en lui-même pour mener de nombreuses réformes. Ces réformes ont conduit à regagner la confiance des grandes organisations internationales et des autres pays, dont l'Afrique du Sud. Ainsi, la compétitivité des activités principales retrouvées, la création d'un environnement administratif et bancaire propice aux affaires, la réhabilitation et la modernisation des infrastructures, dont celui des télécommunications, permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'être l'une des économies les plus attractives au monde. S'inspirer des idéaux véhiculés par le premier président noir de l'Afrique du Sud, le sens de l'initiative, Mandela vivant en aurait été fier. Beaucoup de questions se posaient sur comment a-t-il fait, ce monsieur qui a dirigé l'aile armée de la jeunesse de l'ANC, a pu plus tard devenir une icône de la paix et de la réconciliation. Je pense que le temps qu'il a passé en prison a fait de telle sorte qu'il a découvert la paix en lui-même. Un buste tout en bronze de 2,5 mètres de hauteur, en hommage à Nelson Mandela, c'est toute une symbolique. Oui, Mandela a œuvré pour la dignité de l'homme, pour la justice, pour la liberté, pour l'amour, pour la paix. Que cette
place que ce mémorial fasse briller et prolonger sa divine et éternelle action dans le cœur et l'esprit de chacun de nous. Et un geste empreint de sens, le lâcher des colombes, comme un message d'espoir pour que la paix, comme l'a dit Nelson Mandela et surtout le sage Félix Houphouët-Boigny, prenne, au-delà du mot, son véritable sens. Et parlant de paix, le groupement des partenaires politiques pour la paix, le GPP, a dans une déclaration donné sa position sur la marche de l'Église catholique, une marche qui a d'ailleurs été annulée au profit d'une messe en faveur de la paix. Écoutons cette déclaration. L'Église catholique ivoirienne avait récemment décidé de marcher pour la paix dans le pays le 15 février prochain. Cette marche s'est finalement muée en une messe pour la paix à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan pour plusieurs raisons. Une action qui continue de susciter des réactions auprès des populations ainsi que des partis politiques. Le groupement des partenaires politiques pour la paix GPP se dit, lui, satisfait de cette décision prise par le clergé. Le GPP voudrait exprimer sa satisfaction face à la sagesse de l'Église catholique qui se préoccupe de la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. Salue la déclaration du clergé catholique qui interpelle les Ivoiriens à avoir une ferme volonté d'aller à la paix et éviter toute situation qui peut faire sombrer le pays dans le chaos. Le GPP, dont l'objectif est la recherche de la paix, entend également participer à cette prière en faveur de la paix. Le GPP demande aux Ivoiriens de s'unir d'intention avec la communauté catholique afin de prier pour que la paix ne quitte plus notre pays. Le GPP, qui estime qu'il se doit d'être présent partout où l'on parle de paix, prendra part à cette prière pour la paix. Le groupement des partenaires politiques pour la paix, GPP, invite le peuple au calme, à la sérénité et à la vigilance afin de donner à la Côte d'Ivoire toutes ses chances de vivre dans la stabilité. Un tout autre sujet, à présent, l'entrepreneuriat de la jeunesse. Il fait l'objet d'un forum Afrique-Europe qui se tient à Abidjan. Ce forum permettra aux jeunes diplômés d'être bien outillés afin de répondre efficacement aux exigences du marché de l'emploi. C'est ce que nous explique Lanciné Bakayoko. Aujourd'hui, en matière d'entrepreneuriat jeune, l'envie de s'assumer est là. Mais le problème vient du décalage entre les besoins du secteur privé et les savoirs acquis par les étudiants à l'issue de leur cursus scolaire. Réajuster leur contenu, un défi majeur. Mieux encore, avoir de l'audace et la confiance en soi. Lorsqu'on a nos diplômes, lorsqu'on est formé, qu'on puisse se prendre en charge, c'est-à-dire voir l'environnement, voir effectivement qu'est-ce que nous pouvons apporter dans l'amélioration de l'environnement. Nous demandons aux jeunes de s'assumer à travers une synergie entre les établissements d'enseignement et les réseaux d'entrepreneurs et les organisations professionnelles. Malgré tout, la montagne aggravie par les diplômés pour arriver à se prendre en charge paraît presque infranchissable. Tous les projets se heurtent aux difficultés de terrain, comme l'accès au financement abordable ainsi qu'aux services d'accompagnement et de conseil. Mais avant tout, il faut avoir de la créativité. Il y a des gènes entrepreneuriales à avoir. Et ces gènes-là passent par le frottement avec l'écosystème, avec des personnes qui ont réussi, des personnes qui ont excellé et qui vont faire des partages d'expériences. Et ensuite prendre conscience que, effectivement, à travers notre petit génie, notre petite idée, nous pouvons répondre à un besoin concret. Au cours de ce forum international, les délégations venues de Pologne et du Bénin ont pu partager leurs expériences avec la jeunesse ivoirienne. Parlons à présent du domaine des marchés publics. Le nouveau code des marchés publics est désormais disponible. Adopté en 2019, il répond aux normes internationales et apporte des innovations au niveau de la passation et du contrôle des marchés publics et de la régulation. Nadia Idja et Jean-Luc Bangbo nous en disent davantage. Le nouveau code des marchés publics est contenu dans ce document. Il vient remplacer celui de 2009 avec 29 innovations majeures. Parmi ces changements, un grand nombre concernent l'accès des PME à la commande publique. Il faut retenir que désormais, 30% de la part des marchés seront réservés aux petites et moyennes entreprises. Toujours dans le cadre de l'aide apportée aux PME, nous avons 15% de marge préférentielle accordée aux grandes entreprises qui accepteront de sous-traiter 30% de leur part de marché à une PME.
Ce nouveau code vient accentuer l'équité et la transparence dans le système des marchés publics. Le nouveau code institue un certain nombre de règles, améliore les délais et prend en compte des évolutions qui avaient eu lieu au niveau de la régulation pour harmoniser la législation nationale. Tenant compte des évolutions au niveau de l'espace communautaire de l'UEMOA et prenant également en compte les indications, les bonnes pratiques, les meilleures pratiques internationalement reconnues. Le ministère auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État a invité les acteurs de la commande publique à vulgariser ce nouveau dispositif. Je voudrais engager l'ARNP et la DMP à définir et à mettre en œuvre un programme d'information, de sensibilisation et de formation des acteurs afin d'assurer l'appropriation et partant la bonne application des règles et procédures qu'il contient. L'élaboration du nouveau code des marchés publics a débuté depuis 2018 avec la contribution du ministère de tutelle, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, la Direction des marchés publics, le Bureau national d'études techniques et de développement et bien d'autres partenaires. Et sachez que ce nouveau code devrait accroître davantage l'efficacité, l'efficience et la transparence du système national de passation de marché. L'accès à l'électricité. À cette préoccupation, 6 pays de la CEDEAO décident de mutualiser leurs efforts. Rassemblés à Abidjan, les ministres en charge de l'énergie veulent réfléchir sur la nécessité de mettre en place un marché intégré de l'électricité, une mutualisation des efforts afin de faire face à la faiblesse de l'accès des populations ouest-africaines à l'électricité. Jean Libongo. Ils sont venus du Burkina Faso, de la Guinée, du Libéria, du Mali et de la Sierra Leone. Les ministres de l'énergie de ces pays veulent lever avec leurs homologues ivoiriens les difficultés que connaissent leurs populations à accéder à l'électricité. Leur réflexion au cours de cette rencontre vise ainsi à trouver des mécanismes fiables et durables pour rendre les échanges électriques équitables au bénéfice de toutes les parties prenantes. C'est donc une urgence pour nous d'examiner des pistes de réflexion sur comment sécuriser les paiements sur les échanges transfrontaliers d'énergie électrique et aussi comment créer des conditions commerciales saines entre les acteurs. La Côte d'Ivoire reste l'un des principaux exportateurs d'énergie vers la CEDEAO, mais le pays évolue dans un environnement fragile. Nous exportons environ 11% de la production nationale brute d'électricité vers 6 pays de la CEDEAO, notamment le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina, le Mali et le Libéria. La Sierra Leone et la Guinée porteront le nombre de ces pays à 8, après la mise en service de la ligne d'interconnexion électrique CLSG. Toutefois, le risque lié au paiement des factures d'énergie est une barrière majeure aux échanges d'énergie électrique au sein de la CEDEAO. Les réflexions des ministres ont porté principalement sur la création d'un fonds axé sur le commerce de l'électricité dans la région et sur la mise en place d'un programme d'aide budgétaire régional de la Banque mondiale. Des recommandations formulées par les experts de ces différents pays au cours d'une rencontre qui s'est tenue la veille. Le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, a présenté les grandes perspectives de son département ministériel. On peut citer la revalorisation des salaires, la révision du statut général de la fonction publique et bien d'autres choses dont nous parle Grace Kando. Bâtir une administration publique moderne portée par la culture du résultat et de la performance, c'est ce à quoi s'attelle le ministre de la fonction publique, le général Issa Coulibaly. De juillet 2017 à décembre 2019, d'importantes réformes ont été engagées. Il s'agit notamment de la révision en cours du statut général de la fonction publique qui aura dès son adoption le mérite de dessiner les contours de la nouvelle administration publique ivoirienne. Des mesures de revalorisation des salaires et autres traitements substantiels des fonctionnaires et agents de l'État. De la signature du protocole d'accord portant trêve sociale avec l'ensemble des organisations syndicales significatives, de la création, de la réhabilitation et de l'équipement des services. Dans ce cadre, 33 directions régionales ont été ainsi créées sur toute l'étendue du territoire national pour servir de relais de l'administration centrale de la fonction publique
auprès des fonctionnaires et agents de l'État. Depuis 2011 à ce jour, 131 555 personnes ont bénéficié de la politique de recrutement et de promotion de l'emploi dans le secteur public. Pour maintenir ce cap, d'autres chantiers sont annoncés pour cette année 2020. Le pointage biométrique en vue d'améliorer le contrôle de présence dans les services publics. La poursuite de la numérisation des archives des dossiers des fonctionnaires et agents de l'État. La poursuite de l'élaboration du référentiel des emplois et des compétences. La poursuite du processus de révision de la loi portant statut général de la fonction publique. Des projets auxquels adhèrent les agents du ministère de la fonction publique. Ils souhaitent par ailleurs l'obtention d'une session exceptionnelle d'enrôlement à la couverture maladie universelle et l'acquisition de nouveaux locaux pour résoudre le problème de l'insuffisance des bureaux. Des requêtes auxquelles le général Issa Coulibaly compte prêter une oreille attentive. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme dresse le bilan de ses activités écoulées sur l'année 2019. C'est un bilan dont se satisfait le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme et nous en parlons avec Éric Corré. Contribution des organisations de la société civile au maintien de la cohésion sociale. Renforcement des capacités des officiers de police judiciaire en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, entre autres, suivi de plusieurs ateliers visant à sensibiliser les populations sur les questions des droits de l'homme en Côte d'Ivoire sont, entre autres, des actions majeures du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme pendant l'année 2019. En plus de ces actions de sensibilisation, l'on enregistre plusieurs actions de développement dans les zones rurales. Accès à l'électricité, à la santé et à l'eau potable pour une population d'au moins 500 habitants. Nous sommes d'avis qu'il y a eu beaucoup d'avancées, mais les défis sont énormes. C'est pourquoi nous voulons encourager le secrétariat d'État à aller dans le sens de toujours mener le combat. Nous retenons que vraiment aujourd'hui, avec ce secrétariat d'État, il y a beaucoup de visibilité dans le domaine de la promotion des droits de l'homme. Sur le plan international, la Côte d'Ivoire est fièrement représentée dans le domaine des droits de l'homme. Le pays a participé aux 64e et 65e sessions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en Égypte et en Gambie. Le pays était également présent à la 42e session de l'EPU, l'examen périodique universel. Pour réussir notre mission, nous avons donc la participation de toutes les parties prenantes, comme le Conseil national des droits de l'homme, les organisations de la société civile, les partenaires techniques, les missions diplomatiques. C'est ensemble que nous statuons sur les cas de la situation des droits de l'homme. Aimé Zebeyou et ses partenaires se préparent à mettre en œuvre d'autres actions en prélude de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Puisque nous sommes en période électorale, la vulgarisation, sensibilisation sur les droits de l'homme et élections pour prévenir les crises. Cette année, aucune violation et d'atteinte aux droits de l'homme ne seront impunies, a prévenu la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zebeyou. Et nous parlons de perspectives. Les ministres Patrick Hachi et Seka Seka annoncent une nouvelle politique de gestion pour la région de Lamé. Cette année, dans cette région, l'accent sera mis sur la formation et l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Mamadou Kouassi. Les forêts classées d'Amambi et de Yaya, situées dans le département de Yakassatobrou, dans la région de Lamé, inscrites désormais sur la liste des parcs nationaux. Une volonté du conseil régional appuyée par l'État de Côte d'Ivoire pour protéger davantage cette aire de plus en plus entamée par les populations. Cette information était donnée au cours de la dernière session du conseil régional de Lamé. Toute chose qui donne la possibilité d'avoir les moyens de surveillance, mais aussi les moyens de suivi, de régénération et de reconstitution du couvert forestier dans ces forêts-là. Cette session tenue dans la ville de Yakassatobrou a été l'occasion pour le ministre Patrick Hachi, président de cette institution et son équipe, de faire le point des actions menées au cours de l'année 2019. La palme de réalisation pour le dernier semestre 2019 est revenue au département de Yakassatobrou, qui dispose désormais de nouvelles infrastructures de développement, notamment un château d'eau, le bitumage de la voirie. Pour l'ensemble des populations de Lamé, le ministre Patrick Hachi
soutient que le développement passe par la mise en place d'activités génératrices de revenus pour les jeunes et les femmes, surtout dans le domaine de l'agriculture. Pour le programme triennal 2020-2022, un accent particulier sera mis sur la formation, notamment la formation agro-pastorale, destinée essentiellement aux élèves de la région. C'est une école de formation, la 6e, la 5e, la 4e, la 3e. Les enfants font de l'élevage, ils font de l'agriculture, ils font du maraîcher. Et normalement, à arriver en 3e, ce sont des enfants qui non seulement ont un niveau d'enseignement général de bonne qualité, mais également ont une connaissance et une pratique agricole et de ressources animales. Avant cette session, le président du conseil régional de Lamé a remis du matériel médical destiné au cabinet dentaire de l'hôpital général de Yakassat-Toubro, du matériel pour renforcer le plateau technique de ce centre de santé de référence du département. Dans la sous-préfecture d'Alépé, le village de Montezo a un nouveau chef. Il s'agit de Obissin Ogué. Il est directeur général de l'économie. Il a été installé dans la pure tradition Aké avec pour mission essentielle le développement et la cohésion entre les fils et filles de ce village. Nous en parlons avec Mamadou Kouassi. Désormais, il va allier modernisme et tradition au quotidien. Au cadre de l'administration, Obissin Ogué est installé chef du village de Montezo. Directeur général de l'économie, il devient le 21e chef de ce village, de la sous-préfecture d'Alépé, dans la région de Lamé. Son installation s'est déroulée dans la pure tradition acquise. L'espoir est là et nous espérons en tout cas des lendemains meilleurs. Obissin Ogué reçoit son arrêté de nomination des mains du secrétaire général de la préfecture d'Alépé, le représentant de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, ainsi que les cadres de la région de Lamé, les autres à maintenir la cohésion dans son village et participer à son développement. Le chef, il a de grandes oreilles, mais il est sourd, il n'entend pas. C'est ce que nous demandons au chef. Quelquefois, il entend, mais il fait un effort pour se surmonter, pour faire en sorte que le village puisse aller dans la cohésion sociale. Nous sommes disposés à lui apporter notre appui, nos conseils, nos contributions pour qu'il réussisse sa mission. Et ce que je pourrais dire, c'est qu'il soit à l'écoute de ces populations. Le parrain de la cérémonie, Pascal Kwaku Abinan, s'est félicité de la cohésion et de la solidarité qui ont prévalu lors du choix du nouveau chef de village de Montezo. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le chef de tous les habitants de Montezo, sans distinction. C'est pourquoi il faut accepter toutes les critiques, les analyser de manière objective et en tirer les conséquences, les bonnes conséquences pour pouvoir gouverner ton peuple. Son installation était un cadre de promotion des valeurs culturelles du village de Montezo, un village de plus de 30 000 âmes. Cette cérémonie d'installation du nouveau chef de village de Montezo a été également un cadre de rapprochement entre les peuples Aké et Ani, peuple originaire du ministre Pascal Kwaku Abinan. À présent, l'actualité hors de nos frontières. Nouvelle attaque terroriste au Burkina Faso. 18 personnes ont été tuées samedi dernier dans une attaque djihadiste. La France, impliquée dans la lutte anti-djihadiste au Sahel, avec son opération Barkhane, a annoncé l'envoi de 600 soldats supplémentaires dans la région pour lutter contre le terrorisme. C'est ainsi que finit ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres informations sur RTI 1. Bonsoir à vous.